Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? Gokuro Sama Desu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonne bien. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle, et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir un homme de cœur. Un hustler. Mangaka. L'homme que l'on nomme Tony Valente. Take a seat. Salut Tony. Salut, Comment tu vas? ça va bien? Et toi? Impeccable. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Et- pour l'invite. Comme je te le disais juste avant de démarrer, bravo pour ce que tu fais. Compliment partagé. Bravo pour ce que tu fais. J'étais familier, je te l'ai dit tout à l'heure. Absolument. J'étais familier avec l'émission. Donc, ça fait très plaisir d'être là. Ah, merci pour tes mots, sincèrement. Tony, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Mon nom, c'est Tony Valente, comme tu l'as si bien dit. Je suis auteur de bande dessinée / manga. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je fais un manga qui s'appelle Radiant. Mais avant, j'ai fait à peu près une dizaine d'années de bande dessinée aussi. Donc Radiant, c'est mon succès en fait, c'est pour ça que les gens me connaissent en général. Je fais l'histoire et les dessins de ce manga, puis c'est un shonen manga qu'on peut mettre sur les étagères des shonen qui ont bercé mon enfance et qui continuent à me motiver, genre Dragon Ball, One Piece, Naruto. Je parle de mon enfance alors que je lisais pas One Piece et Naruto dans mon enfance, mais Ok. c'est cette vibe. J'essaie de faire un shonen dans cette vibe-là. Donc, pour ceux qui connaissent pas, voilà, ils peuvent le situer dans ce nuage-là d'entertainment un peu, ce type de récit-là. C'est magnifique. On va causer un petit peu aujourd'hui, hein. Déjà, d'où tu viens? Je viens de la banlieue toulousaine, plus précisément un quartier qui s'appelle le Mirail, qui est comme dans plein de villes, une cité HLM qui est autour de Toulouse. Donc, j'ai grandi là-bas. Et maintenant, j'habite au Canada depuis une petite quinzaine d'années. Ça fait presque 15 ans, c'est fou. Bon voilà, j'ai grandi en France, j'ai vécu en France jusqu'à 25, 27, je sais plus exactement. Je suis très mauvais en mathématiques. Puis là, ça fait les dernières années, ça a été à Montréal, au Canada. Magnifique. On a reçu pas mal de Toulousains ici. C'est vrai? Ouais. Ouais. On a reçu Dadou. Ah oui, Dadou? Ouais. L'ancien des KDD. Exactement. Oui, j'écoutais ça à fond. Il appréciera en tout cas tes mots. Et à quoi ressemblait ta jeunesse au sein même de ce quartier déjà? Je sortais très très peu, c'est pour ça que je me suis réfugié dans le dessin, je pense. J'étais... je suis très introverti et mon échappatoire, on va dire, c'était me projeter dans des univers fictifs. Donc, je regardais à la télévision des dessins animés et tout ça. J'adorais dessiner les personnages que je voyais dans les dessins animés que je kiffais. Donc, c'était Dragon Ball essentiellement. Et Ranma aussi. Dragon Ball et Ranma, c'était vraiment les piliers de ce que je kiffais. Et donc, je passais mon temps à la maison, enfermé à dessiner. Je sortais assez peu. Donc, j'ai pas eu une vie de quartier comme beaucoup qui grandissent dans le quartier. J'avais plein de potes qui habitaient autour. Et puis, j'ai fait des choses parfois, mais c'était surtout enfermé. Et ça n'a pas changé, en fait. Ma vie, c'est la même. Je suis enfermé chez moi tout le temps. Tu sais, là, tu as parlé de Ranma 1/2. Ouais. Tu viens de parler de Dragon Ball. Des dessins animés que j'ai beaucoup regardé aussi. Tu vois? Ah ouais. Génération Club Dorothée. Ah ben oui. C'est magnifique. Et tu sais, plus jeune, nous, quand on voyait des gens dessiner à l'école, etc., il y avait des tueurs. Ouais. Mais on les prenait un peu pour des huluberlus. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. C'était des gens qui étaient dans leur coin,
Des gens qui faisaient pas de boucan, généralement, ils étaient un Ouais. peu dans leur planète. Toi, on te prenait pour un ovni? Un peu, mais en même temps, j'étais entouré de plein de super gars et qui étaient un peu les foufous. Donc j'étais plutôt dans la bande de gars qui se font remarquer en général parce qu'ils font un peu n'importe quoi. Mais moi, j'étais assez timoré dans ce crew-là. Et donc, par exemple, j'étais pas bully, j'étais pas emmerdé parce que je dessinais. Euh, ça passait très bien. Ça suscitait des fois l'admiration. Il y en a qui dessinaient avec moi, il y en a qui dessinaient comme des tueurs aussi avec moi et qui avaient de drôles de vie par ailleurs à côté, tu vois, qui étaient pas enfermés chez eux comme moi. Donc ça allait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers moi quand ils ont découvert Radiant et qui me disaient ah, on te voyait dessiner dans la cour. Je me souviens, Ok. tu vois. Ça a marqué beaucoup de personnes, des gens des fois dont je connaissais même pas le nom, mais qui étaient dans d'autres classes et qui se souviennent de ce truc-là de je reconnais ta tête, je me souviens t'avoir vu dessiner dans la cour. Tu vois. Donc ça c'est marrant. C'était déjà hyper présent. Ouais. Puis c'était un truc social aussi. On allait dans la cour, on parlait de Sangoku et de l'épisode qu'on avait vu, mais moi j'ai dessiné Sangoku en plus, tu vois. Et c'est pas tout le monde qui le faisait. Du coup, il y a ce truc fédérateur de on parlait manga, moi j'en dessinais. Donc en vrai, ça se passait super bien. Ouais. C'était un peu un vecteur de plein de trucs, quoi. Ça mélangeait plein de personnes différentes. Mhm. C'est magnifique. Et tu es en train d'avancer en âge. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que... Déjà, est-ce que tu rêvais secrètement d'être mangaka? Je pense que je m'autorisais pas ce rêve. C'était tellement chelou comme idée que ça me parlait pas comme un objectif atteignable. C'était plus, je me disais qu'est-ce que je peux faire dans le dessin, et à chaque fois que je disais ça à l'école, on me disait sois architecte. Donc pendant des années, en début d'année, des fois on doit dire je m'appelle machin, je vis à tel endroit Absolument. et j'aimerais être. Et moi je disais architecte alors que je n'avais rien à battre de l'architecture. Vraiment, j'y connaissais rien, ça m'intéressait pas. Mais j'avais rentré ce truc de si tu dessines, la seule issue c'est d'être architecte. Ce qu'il faut. C'est tellement technique d'être architecte que même tu peux ne pas aimer le dessin et être architecte. Tu vois. Si tu aimes le dessin et que tu es architecte, je pense que tu vas beaucoup t'emmerder. Donc j'avais rentré que ma vie, ça allait être d'être architecte pour à côté dessiner Sangoku pour mon plaisir. Ok. C'est vraiment venu quand j'ai découvert les bandes dessinées françaises et que là, j'ai posé un truc plus concret en me disant, OK, à mon adolescence, après avoir fait que du manga et des animés, lu que du manga et des animés, j'ai découvert quelques titres en France, notamment L'Enfeuse de Troyes, qui était vraiment le truc qui m'a marqué le plus. Je me disais, OK, c'est des gens, ils vivent en France et ils font des bouquins. C'est ça leur métier. En fait, c'est vers ça que je voulais aller, je savais pas. Et du coup, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, mais ça a concrétisé un peu le rêve. Puis je suis revenu au manga parce qu'en fait, c'était le biberon, le manga. C'est ça qui me faisait vibrer le plus. Donc j'ai commencé par de la bande dessinée quand j'avais à la fin de mes 17 ans, début de mes 18 ans, j'ai fait mon premier projet qui a été signé à mes 18 ans. C'était une bande dessinée parce qu'il y avait cette fenêtre-là d'ouverture où je m'étais mis à découvrir tout ça. Et je crois que c'est vraiment avec la découverte de la BD que c'est à ce moment-là que dans ma tête ça s'est concrétisé, que ça pouvait devenir un vrai métier. Mais faire de la BD, c'était pas assez. Vraiment, j'avais le seum de pas être en train de faire du manga, quoi. Donc ça me frustrait beaucoup. Mhm. Ouais. Finalement, j'en ai fait un. Ouais. Très belle histoire, en tout cas, sincèrement. Et c'est quoi le cursus scolaire? J'ai fait l'école classique. Attends, je suis allé jusqu'au lycée, j'ai passé le bac, c'est tout. Je me suis arrêté au bac parce que pendant que j'étais au lycée, je faisais des concours de bande dessinée dans des magazines. Dès que je savais qu'il y avait un concours de bande dessinée, j'essayais d'y participer. Et j'avais fait le concours d'Angoulême en candidat libre aussi. J'essayais de trouver des issues comme ça, en fait, des moyens de propager mon boulot pour essayer que ça morde à un endroit peut-être. Et dans un des magazines auxquels j'envoyais des fois des participations au concours, il m'avait répondu en disant bah, vas-y, arrête de participer à des concours, envoie-nous des projets. Et ça, je m'étais dit ok, il y a une ouverture, vas-y, je fais des projets.
Donc pendant toutes mes années de lycée, j'ai fait des projets en parallèle des études pour envoyer des trucs. Et pendant que j'étais en terminale, j'ai commencé mon projet qui est devenu ma première BD, que j'ai envoyé une fois que j'ai eu le bac en poche. Je suis consacré à ça à 100% et quelques mois après, j'ai signé avec... c'était Delcourt à l'époque, les éditions Delcourt. Et comment on se sent personnellement quand t'as pas réellement eu de modèle à proximité, Ouais. quand à tes 18 ans, on commence à signer ton premier ouvrage, ta première BD? Alors, j'avais pas de modèle direct au début, mais j'avais rencontré le gars qui est devenu mon scénariste de ma première BD, Raphaël Trommelschläger. C'est un gars qui avait un atelier à Toulouse, un atelier de dessin et de bande dessinée. Je suis allé une fois par hasard en me disant, il y a un pote en fait à moi qui regarde et qui dit, tiens, il y a un atelier de BD. Il faut que tu essaies essaie de mettre le pied dedans, tu vois. Puis on y va, c'est juste à côté. Et de moi-même, j'y serais pas allé, mais avec ce pote-là, on est allé dans l'atelier, j'ai rencontré ce gars-là, Raphaël. Je pense que j'étais en seconde à ce moment-là. Et lui, il me dit, il y a un atelier de bande dessinée, j'invite les gens à venir et faire de la bande dessinée. Ça se passe tel jour. Donc, c'est le premier truc où je dis à mes parents, j'ai besoin que vous payiez un truc. Donc, je suis allé participer à cet atelier-là. Et c'était pas... Lui, il était en train d'essayer de signer avec des éditeurs. Il faisait de la bande dessinée qui a rien à voir, très, très classique, réaliste, avec des histoires assez oniriques, mais vraiment absolument rien à voir avec ce que je faisais. Mais il avait... on a 10 ans d'écart, je crois. Il avait un peu plus le pied dedans. Et puis, il y avait la motivation de venir à un endroit où on essayait de faire de la BD. Et très vite, en fait, il m'a dit, en fait, j'ai rien à t'apprendre, mais vas-y, tu veux qu'on fasse un projet ensemble? Si tu veux, on essaye. Puisque lui, il essayait. Il dit, on essaye de faire un truc. Là, je suis en contact avec tel éditeur. Je suis sur le point de signer. Peut-être que ça pourrait les intéresser et tout. Et donc, ça a été comme ça que ça a commencé. Ça a donné... ça a donné une forme de légitimité à ce rêve. T'sais. D'un coup, tu as quelqu'un qui est dedans et qui dit, OK, voilà le chemin que je suis en train de parcourir. Donc, il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, j'allais au festival de la bande dessinée d'Angoulême pour avoir des dédicaces de la part d'auteurs que j'aimais. Et à l'époque, j'étais très fan de 2 auteurs dont j'étais allé pour me faire dédicacer le boulot, qui étaient Didier Tarquin, qui fait L'Enfeuse de Troie, et Didier Chris, qui faisait L'Épée de Cristal à l'époque, et Atalante. Et donc, j'allais à Angoulême pour rencontrer les auteurs, juste pour demander un dessin et voir, baigner un peu de manière factice dans un monde auquel j'appartenais pas encore. Et une fois, là, c'est encore l'aide de quelqu'un d'autre. Et une fois, j'étais là-bas, j'attendais pour Didier Tarquin. Je pouvais plus attendre. Donc, c'était trop long parce qu'il y avait beaucoup de gens. C'était genre 7 heures de queue, je crois, ou 8 heures, n'importe quoi. Je suis allé voir un autre auteur que j'adorais à côté, qui s'appelait Adrien Floch, qui faisait une BD qui s'appelait Sloka. Il a fait d'autres BD par ailleurs après. Son gros succès, je pense que ça s'appelle Les Naufragés d'Ithaque. C'est une autre bande dessinée qui est sortie plus tard. Et mon cousin a montré des dessins à moi. Et il lui a dit, attends, il travaille dans la BD, ton gars. Et puis mon cousin, il dit, non, il a 14 ans, en fait. Et là, Adrien Floch, il a pété un câble, il s'est dit, putain, il a 14 ans, le gars qui fait ça. Ça, c'était quand mon cousin m'a raconté, c'est pour ça que je croyais que j'avais ces souvenirs. En fait, ils n'existent pas dans ma tête, ils existent dans mon cœur, tu vois. C'est parce que mon cousin, il m'appelle de suite après, on dit, j'ai un contact. Adrien Floch, il a pris tes dessins, il a trouvé ça trop bien, il a montré à la personne à côté, c'est allé jusqu'à Didier Tarquin, donc mon idole de l'époque. Didier Tarquin est venu, et il lui a dit, voilà mon contact, tu dis à ton cousin qui m'appelle. Et donc moi, c'est dans mes dessinateurs préférés, tu vois, t'avais Toriyama, et t'avais Didier Tarquin, dans des pans de la bande dessinée différents. Et Didier Tarquin, il file son contact à mon cousin. Mon cousin m'appelle de suite en disant, j'ai un contact, il a dit que tu peux l'appeler. Et j'ai fait ça, j'ai appelé pour voir. On a parlé pendant super longtemps. Il m'a dit, un jour, viens à mon atelier, t'amènes tes dessins et je t'aide comme je peux. Et il a fait ça. Je l'ai vu 3 fois, je crois, plus ou moins dans ces conditions-là. Je suis allé le voir avec tout mon boulot que j'avais. Genre, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris des années de boulot. Et je suis allé lui montrer tout ça. Et très patiemment, il a tout regardé. Il m'a dit, il a sorti des pages à lui. En plus, moi, j'étais fou, je voyais des pages originales, du truc qui me faisait le plus vibrer. Tu sais. Et ça a été un point d'entrée hyper important parce que
d'un côté, tu avais le backing de la famille, donc mes parents qui étaient à fond et tout ça. Puis je rencontre donc Raphaël dans cet atelier de bande dessinée et je me dis, OK, c'est comme ça que je peux faire. Et de l'autre côté, le métier lui-même, l'industrie qui reconnaît à travers quelques auteurs que j'aime, qui reconnaissent mon travail, alors que j'étais très jeune en fait, et qui disent, OK, il y a un truc à faire et on va t'aider. Ça, c'était ouf. Et comment on fait pour rester focus sur les études quand tu sais que tu es en train d'apercevoir ton rêve au bout du tunnel? Ouais. Ouais. Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes notes ont chuté. J'ai pas caché que c'est devenu plus compliqué niveau études, mais comme j'avais un très bon niveau quand j'étais en primaire, j'avais un très bon niveau quand j'étais au collège, et donc là au lycée, même si mes notes commençaient à chuter, c'était pas non plus la catastrophe absolue. Donc j'ai pu faire avec, et puis il y avait cette motivation de dès que j'ai fini avec le lycée, je vais pouvoir faire ça à plein temps éventuellement. Si je me la donne à fond, je vais pouvoir faire ça. Donc j'habitais tout seul pendant que j'étais au lycée parce que le lycée était loin de là où j'étais. Donc j'avais une forme d'autonomie d'adulte quand j'avais autour de mes 15 ans. J'étais tout seul en centre-ville, j'allais au lycée, je faisais mes bandes dessinées le soir et la nuit. Et il y avait cette vie de fou qui était en train de se créer, de me dire, oh, c'est ça, le hustling, c'est ça. Exact, exactement. Et est-ce que tu avais déjà la vision en termes de chiffres? Tu savais que c'était viable tout ça? Ça me paraissait encore inaccessible, mais je voyais des gens qui travaillaient dedans et qui le faisaient. Okay. Donc le fait de voir, par exemple, d'être allé rencontrer Didier Tarquin à son atelier, ça me faisait rencontrer quelqu'un. Alors, il avait un immense succès. On parle de, je crois que c'est 15 millions de bouquins qu'ils avaient vendus de sa série. C'est un truc énorme. Donc, lui, c'est un cas particulier, un gros succès de la bande dessinée, qui gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Je voyais ça. Et autour, il m'avait fait rencontrer un autre atelier dans lequel il y avait plein de jeunes auteurs qui étaient dedans, d'auteurs après qui ont percé par ailleurs, mais qui n'étaient pas encore à ce stade-là. Et qui, eux, c'était leur activité principale aussi, ça c'était cool. De m'avoir amené à cet endroit-là où il y avait tous ces rookies un peu qui étaient en train de se la donner à fond pour essayer d'en faire quelque chose. Donc ça me donnait un chemin Il était très honnête avec le fait que, OK, la plupart des gens qui font de la BD, ils gagnent pas leur vie. Tu vois, c'est vraiment un truc de passion, c'est si tu peux pas faire autrement, t'es dedans. Comme c'est beaucoup le cas dans la musique aussi, beaucoup de gens qui vont dans la musique, ils savent il y a de grandes chances que ça perce pas, mais ils peuvent pas faire autrement que d'essayer d'en faire. Et tout. Donc il y avait cet équilibre, j'étais prêt à faire les sacrifices qu'il fallait en fait, c'est ça. Et je me disais, éventuellement à terme, je pourrais faire que cette activité-là. Donc ouais, le plan c'était ça, c'était me la donner à fond pour essayer, au moins. T'es un jusqu'au boutiste et ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours. Hein. T'es totalement dans le thème. Hein. et tu vois, tu disais tout à l'heure qu'à 18 ans, on avait signé ta première BD. Oui. D'accord? Tu commençais à vivre de ta passion à ce moment-là? Pas du tout. Ça a mis longtemps. J'ai fait que ça dès le début. J'avais fait des boulots d'été sur des chantiers, des trucs comme ça. Pas pendant très longtemps, mais j'avais fait un peu. Et on m'avait archi sous-payé. Genre, on m'avait exploité de fou. J'avais détesté ça. Parce que je suis allé et on m'a moins payé que les autres qui travaillaient. Parce que j'étais pseudo de la famille. Alors, ils se faisaient un prix dessus. J'ai pas compris. Je me suis dit, OK, je vais pas faire de boulot à côté, ça me saoule. Et donc, j'étais prêt à crever la dalle en faisant des pages de dessin tant que je le pouvais. Donc, j'ai pris le cap de OK, si je signe, je vais faire ça à 100% plutôt que de dispatcher mes activités et que ça mette plus longtemps à avancer. Donc, je crois que la première année, j'ai fait 6 000, quoi. Tu vis pas... Oui, je dis je crois, mais je sais que la première année, j'ai fait 6 000. En vivant, euros. Ouais, en vivant tout seul et en essayant de manger et de faire des trucs, tu fais rien avec 6 000 euros sur un an. Donc, il y avait ma mère qui m'aidait encore. Mais ma mère, elle n'est pas riche du tout. On parle de travailleurs pauvres. Donc, c'était vraiment le soutien de... Elle voit que j'ai un rêve. Elle a travaillé en touchant le salaire minimum et en vivant dans un truc
les trucs les moins chers qu'on puisse espérer. C'était OK. Là, il peut peut-être y arriver si je l'aide. Donc, elle m'avait donné une fenêtre en disant, tant que je peux, tu essayes. Et à un moment donné, si vraiment ça marche pas et qu'on peut plus, t'iras bosser, tu vois. Mais vas-y, voilà. Pendant 1 an ou 2, essaye, quoi. C'était ça. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai fait que ça depuis. J'ai eu d'autres activités après parce qu'il y a des propositions qui viennent pour faire d'autres choses dans le domaine. Mais c'était pas par nécessité. C'était... Ouais, mais les premières années, c'était pas d'argent. Pendant les 10 premières années, c'était très, très, très difficile d'en vivre. Est-ce que tu as eu envie de tout plaquer à un moment donné? Plusieurs fois, ouais. C'est pas tant le problème d'argent, par contre. Quand c'était dans la galère, ça a pas... Je crois que ça a pas tant joué. C'était plus le côté 100% de ce que tu fais, c'est plus que l'activité. Et même si j'ai toujours vécu enfermé à faire que ça, au bout d'un moment, ça prend sur le mental, ça demandait beaucoup. Et quand en plus, t'as pas de résultat derrière, tu vends rien derrière ou tu galères pour manger, ou des fois concrètement, ça m'est arrivé des situations où, quand on était arrivé à Montréal, j'avais signé de nouveaux projets. Ça, pour signer des projets, j'ai jamais eu de mal, par exemple. Donc ça, c'était marrant. Les éditeurs avaient confiance dans le fait que j'avais un potentiel, que ça marche à un moment donné. Donc j'avais cette chance j'allais de projet qui marche pas en projet qui marche pas, mais l'engouement des éditeurs était là. Ça, j'ai pas eu de mal. Là où j'ai plein de gens autour de moi qui galéraient, ne serait-ce que pour signer leur projet. Donc ils devaient faire plusieurs projets. Pendant plusieurs mois, ils devaient les proposer. Puis pendant ce temps-là, ils galéraient, ils allaient faire autre chose. Moi, je passais d'un projet à l'autre. Mais arrivé à Montréal, par exemple, l'éditeur à l'époque, il avait fait n'importe quoi. Et j'ai pas été payé pendant plusieurs mois. Et en fait, je me souviens un jour, je regarde, il y avait rien à bouffer. On était dans un autre pays, on venait d'arriver à Montréal. Ma compagne était enceinte. J'étais dans cet appartement qui coûtait trop cher par rapport à ce qu'on pouvait payer. Et puis je me disais, moi, je crois qu'il faut que j'arrête là. En fait, ça marche pas et c'est vraiment la galère. Et à ce moment-là, j'ai envoyé, comme à cause de l'enfant qui allait arriver, j'ai envoyé des dossiers à toutes les boîtes de production de jeux vidéo qu'il y a à Montréal. Il y en a des tonnes et des tonnes. Je crois que c'est le 2e endroit du monde où il y a le plus de production de jeux vidéo. Je sais même pas quel est le premier, mais je sais que c'est le 2e. Il y a personne qui m'a répondu. J'ai eu 0 retour sur... Donc je me disais, si je peux pas faire de BD, si je dois vivre d'un truc et que ça reste dans le dessin, autant que ça me serve à faire quelque chose qui me parle. Et comme le jeu vidéo, j'aime bien ça, je me disais, je vais essayer d'aller dedans. Mais voilà, ça a rien donné, donc j'avais pas de plan B qui marchait, quoi. Je me suis dit, si je dois quitter l'industrie, il faut que j'essaie un dernier coup, vraiment faire exactement ce que je veux. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ok, j'ai un enfant qui va arriver, il faut que ma vie change parce que sinon on va rien avoir à bouffer. J'ai pas envie qu'elle connaisse les galères de quand j'étais petit et qu'il n'y a pas toujours à bouffer, des trucs comme ça. J'avais vraiment la hantise de me dire, ok, s'il y a rien pour... Moi, je peux faire sans nourriture. Avec ma compagne, on était habitués à rien voir. Mais si on a qu'un enfant dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, ou des fois, t'as pas à manger, ça m'angoissait trop. Déjà, merci sincèrement pour ce témoignage. Hein. Tu nous fais du bien, sincèrement. Mais déjà, plusieurs choses. Pourquoi avoir décidé de partir au Canada? C'est une bonne question, ça. On était avec ma compagne, elle venait pas de Toulouse, mais elle m'a rejoint à Toulouse quand on s'est mis ensemble. Et elle se sentait un peu à l'étroit à Toulouse parce qu'elle venait de la région parisienne. Donc ça n'a rien à voir. Toulouse, c'est tout petit. Tu marches 3 minutes, tu as fait le tour. Moi, j'ai toujours vécu que là-bas. Ça me dérangeait pas, mais il n'y avait pas de perspective de c'est quoi notre vie dans 2 ans, dans 5 ans ou quoi. Et elle avait renoncé un peu à l'idée Elle voulait faire une année à l'étranger. Jeune fille au pair, comme il y a beaucoup de gens qui font quand tu partent à l'étranger. Et elle avait renoncé à cette idée parce qu'on était ensemble. Et puis à un moment donné, je dis, viens, en fait, on fait ça, mais à 2. On y va, on choisit. On avait réuni quelques économies avec le peu qu'on gagnait, puis on a fait des voyages. Au début, on voulait aller se poser à New York, mais ils veulent pas d'étrangers à New York. Il faut des visas particuliers. Si tu veux rester plus de 3 mois, il faut... Ou alors, si tu as 500 000 balles
sur un compte que tu veux poser aux États-Unis, Mhm. ils t'ouvrent les portes. On n'avait pas 500 000 balles. C'était pas la question. On était allé au Japon pour voir comment c'était, mais comme on parlait pas la langue, ça paraissait une mauvaise option pour le coup. Et finalement, on n'avait plus d'argent pour continuer à aller voir des endroits. Et on s'est dit, on va se poser au Canada pour voir. Puis on est resté, finalement. On connaissait rien du tout de Montréal. C'était vraiment juste faire un an ailleurs pour voir. Est-ce que c'est mieux à l'étranger? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que... Vraiment juste... je pense qu'on est nombreux quand tu grandis à un endroit et que tu vois le fonctionnement de l'endroit et que tu te sens à l'étroit, on est nombreux à se dire, qu'est-ce que ça donnerait si j'étais pas là? Mhm. Et je pense que c'est ce sentiment qui nous a fait tester pour voir. Et en faisant de la BD ou du manga, il suffisait que j'ai une connexion Internet et je pouvais travailler n'importe où en vrai. Donc, on est parti pour un an. Ça fait 15 ans. Voilà. Mais on l'a bien fait. Aucun regret. La France, ça manque pour plein de trucs. La France, c'est vraiment trop bien et on s'en rend compte encore plus quand on part de la France. Donc, je suis pas parti de la France par dégoût de la France ou parce que j'aime pas ou quoi. Il y a plein de trucs que j'aime pas la France, notamment la politique, surtout actuelle, mais le pays, les gens, la mentalité, tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui râlent sur la mentalité des Français et tout, mais quand on voit les choses de l'extérieur, on se rend compte qu'il y a plein de trucs super quand même. Donc on revient régulièrement pour voir tout ça et je crois qu'on n'envisage pas forcément de rester là-bas jusqu'à la fin de notre vie non plus. Tu sais, il y a vraiment le sentiment d'expatrier, comme quand j'étais petit, mes grands-parents qui voulaient rentrer au bled, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui se disent on fait la vie quelque part. Souvent la génération d'avant c'était par nécessité, parce que ils viennent en France chercher du boulot ou quoi, et puis ils se disent ok, quand j'ai fait assez, je rentre au bled, puis je finis ma vie là-bas. Mais même si c'est pas la nécessité qui nous a poussé à partir là-bas, il y a quand même l'attachement à l'endroit où tu as grandi, quoi. Culturellement, on reste des étrangers dans l'autre pays, tu vois. On se sent chez nous quand on y est, mais il y a quand même un truc indescriptible de l'attachement personnel, quoi, presque physique à un endroit. Donc, ouais. Donc on revient, des fois, faire des vacances. C'est pas impossible que tu reviennes poser tes valises de manière définitive après. Peut-être, ouais. Ma fille n'a pas envie, par exemple. Donc on reste là-bas, Ouais. mais ouais, peut-être un moment. On verra bien. Ouais, on verra. Et elle a quel âge la petite? Elle a 15 ans? 13 ans. 13 ans? Ouais. D'accord. En tout cas, elle peut être fière de son papa, hein, parce que c'est un vrai hustler. Elle aussi. Ah, Elle aussi, elle a ok. pris la mentalité. Elle est occupée tout le temps, Ah, elle fait c'est- 1000 trucs. C'est super. Ça fait plaisir. Et donc, du coup, tu es en train d'avancer, tu es en train de chercher ton destin. Tu viens de nous dire, à juste titre, que voilà, tu as frappé à toutes les portes parce que pour toi, c'était compliqué, etc. Et là, il y a le coup d'éclat, le coup de génie. D'accord? Pas le coup de génie, mais Et on va faire des mots. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Radiant. Moi, je veux savoir comment cette BD a vu le jour. Parce que déjà, je l'ai lu. Félicitations. Merci. D'accord? Et je me suis régalé. Et même, tu vas peut-être trouver que j'exagère un petit peu, mais même en termes d'humour, eh bien, j'ai vu une certaine liberté qui me rappelait, moi, ma jeunesse, quand je regardais les BD. Parfois, il y a des petits gros mots ici et là. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, j'entendais des enfants, je voyais des... Tu vois, ça me faisait marrer. Donc, moi, je veux savoir déjà, quelles ont été tes inspirations dans un premier temps et pourquoi tu t'es autorisé cette liberté? les inspirations dans un premier temps, pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai toujours voulu faire un shonen à un moment donné. Je me disais, j'aimerais bien essayer. Et ça me faisait très très peur, donc j'ai mis longtemps parce que le rythme que ça a nécessité, je m'en sentais pas forcément capable en fait. Après, je crois que le fait de partir de France m'a offert la liberté mentale, l'espace mental pour me dire, en fait, là où je fais plus de dédicaces dans des salons, des conventions et tout. Je vois plus personne du métier. Je suis juste seul avec ma passion. Et c'est quoi que j'ai envie de faire? Eh ben, je me suis rendu compte, c'est pas de la BD. Parce que la BD, autant que j'aime beaucoup et j'en lis moins aujourd'hui, mais j'en lisais beaucoup.
En fait, le format correspond pas aux histoires que j'ai envie de raconter. Les histoires que j'ai envie de raconter, c'est vraiment des histoires fleuves avec des dizaines de tomes et c'est des histoires qui m'ont fait rêver. Donc j'ai essayé, je crois que ce qui m'a aidé, c'est de pas être en France pendant que j'étais en train de penser à cette histoire et de fantasmer vraiment c'est quoi que j'aurais aimé lire si j'étais petit aujourd'hui, quelle serait la proposition qui me plairait, tu vois. Et donc ça m'a éclaté et j'ai créé Radiant dans ces conditions-là en me disant vas-y, je me parle à moi en tant qu'enfant. Donc, les petits gros mots, les bêtises, les boules de feu, la magie, les patates dans la bouche. Il y a tout un ensemble de choses que je me suis dit, c'est quoi qui me fait délirer? C'est quoi que j'aimerais raconter à mes potes quand je vais dans la cour de récré, tu vois? C'est quoi qui donnerait la même motivation et le même élan, en fait, tu vois? Une fois que tu lis, tu peux pas t'empêcher d'aller voir et te dire, et t'as vu ce qu'il a fait, lui? Ben, en tout cas, c'est bien parce qu'il n'y a eu aucune restriction. Ouais. Du moins à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, ouais, ça, c'est grand, c'est magnifique. Et tu sais, là où généralement les gens sont un peu bridés au départ, ils s'autorisent cette liberté dans un deuxième temps, voire dans un troisième temps. Toi, j'ai l'impression que c'était pas ton cas. Toi, directement. Et ça, c'est audacieux. Ouais. J'avais fait de la bande dessinée avant, j'en avais fait une dizaine. Donc, il y avait quand même ce premier temps-là où j'ai écrit aussi une série de 3 tomes. Où je m'autorisais beaucoup moins de choses. Donc, je suis passé par cette étape de je subis des écueils, je vois ce qui est difficile dans ce que je raconte, ce avec quoi je suis à l'aise et ce avec quoi je suis pas à l'aise. Ce que je croyais bien faire et en fait, je me rendais compte après que c'était vraiment éclaté. Donc, il y a tout ce chemin d'écueils, en fait, je l'ai subi avant. Et quand j'ai commencé Radiante, ça a vraiment été le moment où je me suis autorisé là à faire exactement ce que je voulais. Je me suis autorisé à prendre des risques, quitte à me planter en fait. Je voulais pas me planter avant, donc je me bridais beaucoup. Et sur Radiant, je me suis dit c'est pas grave si je me trompe. Il faut vraiment que je me fasse plaisir. C'est magnifique et je salue ta transparence sincèrement. Et c'est d'autant plus fort parce que tu n'as jamais fait d'école. Oui, je pense on est beaucoup dans mon cas de figure en fait. Mais c'est magnifique. Dans le milieu. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont passés par des écoles en vrai. Parce que c'est tellement un truc qui est en marge qu'il n'y a pas vraiment de système. Il y a des systèmes qui existent maintenant, il y a des écoles de manga depuis pas mal d'années maintenant, il y a des gens qui passent par là. Et je crois beaucoup à l'émulation qu'elles peuvent apporter entre les élèves qu'ils ont dedans. Et les cours, aussi bons qu'ils soient, c'est les élèves qui se la donnent à fond et qui se la seraient donnée en dehors de l'école, qui pourront en faire quelque chose de toute façon. Donc ça apporte un plus pour les gens qui auraient, à mon avis, déjà fait tout seuls dans leur coin. Ok. Si tu prends une trentaine de personnes et que dedans, tu en as 2 qui auraient fait quelque chose tout seuls dans leur coin, je pense que dans cette classe de 30 personnes, c'est ces 2-là qui vont en faire quelque chose de toute façon. Les autres, ils vont apprendre beaucoup, ils vont sûrement s'amuser. Et ça reste un passage qui doit être vraiment cool quand tu apprends à t'exprimer et que tu n'es pas familier avec... et tu veux raconter une scène et d'un coup, tu te dis, putain, ce que j'ai dans la tête, le dialogue, la scène et tout, ouais, je peux la mettre en case, je fais presque du cinéma. Ça, c'est cool. Est-ce que toutes ces autres personnes vont en faire quelque chose? Ma conviction, mais ça, c'est juste un sentiment personnel, c'est que non, les gens qui n'en auraient rien fait n'en feront rien après l'école, quoi qu'il arrive. Les gens que je connais qui sont passés par des écoles et qui en ont vraiment fait quelque chose, leur profil, c'est exactement le profil de tous les autres autodidactes que je connais. Donc ça, l'école est vraiment là pour, à mon sens, pour venir conforter des personnes qui se la donnent à fond déjà, et ça va leur offrir peut-être une meilleure avance que s'ils avaient été autodidactes, et de meilleurs outils. Ils vont pouvoir découvrir plein de trucs, ils vont peut-être découvrir plus vite des choses qu'ils vont aimer et pas aimer, alors que quand tu fais le chemin dans ton coin, peut-être ça va te prendre plus de temps, tu vois. Moi, j'estime dans mon coin que, même si j'ai pas fait d'école, la rencontre avec Didier Tarquin, ça m'a fait gagner des années de level, parce que d'un coup, tu as quelqu'un qui va poser des questions que je me serais posées peut-être 5 ans ou 10 ans plus tard. Mais lui, il est déjà passé par là, il avait fait déjà 15 ans ou 20 ans de bande dessinée. Donc, les écueils, il en avait connu plein, des questions, il en avait plein, et donc il avait quelques questions qui l'aidaient à fonctionner au quotidien, et il me les a offertes, ces questions, tu vois.
Donc, il m'a transmis un truc que lui, il avait gagné avec son expérience. Et ça, j'imagine que l'école, dans le meilleur des cas, ça fait ça. Mais si j'étais pas prêt à recevoir ces outils-là et à les utiliser, en fait, ça donne rien. Et donc, les écoles, c'est pour ça. Des fois, quand je parle, j'ai tendance à me dire après coup, peut-être qu'on dirait que je tape sur les écoles, et c'est pas le cas. C'est vraiment, il faut pas croire que c'est un ticket vers l'obtention de ce que tu veux. Dans le cas de figure de la création, vraiment. Dans le manga en particulier et la bande dessinée, l'école ne garantit rien, mais ça peut filer des outils et apporter tout un tas de trucs qui font gagner beaucoup de temps et beaucoup de niveaux. Et après, ce qui a été malicieux pour toi, c'est que même si effectivement tu n'as pas suivi le schéma traditionnel, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec les écoles, etc., tu étais toujours à l'affût, c'est-à-dire tu achetais je sais pas si c'est les mangas ou quoi, ou à la fin, tu regardais, tu notais les adresses, tu regardais où tu pouvais rencontrer des dessinateurs confirmés, etc. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très astucieux. Tu vois. Oui, il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet, oui, mais il n'y avait pas... Internet était encore assez balbutiement. Tu vois. Et donc ça, c'est très malicieux de ta part. Tu vois. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas ces mêmes réflexes. Tout le monde n'a pas ces mêmes codes. Oui. Et à notre époque, c'est différent. Sur Internet, tu peux rejoindre à peu près n'importe qui. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à le faire très facilement sur Internet aujourd'hui. Et ça a vraiment aidé beaucoup de gens à se faire connaître. Moi, j'ai rencontré non. J'ai pas rencontré comme ça, mais le gars avec qui je travaille sur le spin-off de Radiant, sur Siffondir Chronicle, je l'ai vu en dédicace, mais après, c'est via Internet qu'on a communiqué entre nous. Moi, je voyais son travail sur Internet et ça m'a conforté sur l'idée que, ok, ce gars-là, il a un travail qui me parle à fond. J'ai envie qu'on essaie de travailler ensemble. Vas-y, je vais lui proposer quelque chose. Et si j'avais pas eu accès à ses réseaux et si j'avais pas vu son boulot dans son coin, sa démarche, sa philosophie un peu, je serais pas forcément allé là. Donc aujourd'hui, ouais, c'est quand même assez différent. Ça offre beaucoup de liberté. Merci en tout cas pour cette transmission. C'est important. On a des jeunes pépites qui ne savent pas comment avancer justement. Oui. Et toi, en donnant des tips, en donnant des conseils, en parlant de ton expérience comme tu le fais, ça va clairement ouvrir des brèches, ça va cheminer dans leur esprit. Et pour toutes ces choses-là, moi, je te dis sincèrement merci, Tony. Radiant. Oui. Ça sort tout droit de ton imagination. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait rire, ça m'a fait voyager, ça m'a même fait replonger dans mon enfance. Pourquoi un tel succès? Alors ça, si je savais, je l'aurais fait avant. Vraiment. Je mets beaucoup sur le dos de beaucoup de chance à un moment donné où la chance va pas tomber sur n'importe qui comme ça dans la rue, mais on est plein à se la donner à fond pour essayer de faire ce boulot. Et on était plein à le faire quand j'ai commencé. Et je suis pas le premier à avoir fait du manga. Il y en a plein qui ont fait du manga en France avant moi. Mais au moment où je l'ai fait, je pense que je suis arrivé dans une brèche. Je suis arrivé à un moment donné où le monde de l'édition était un peu plus mûr à l'idée de vouloir produire du contenu en France. Je me suis fait têche de plusieurs maisons d'édition qui voulaient pas faire de manga français et qui aujourd'hui font du manga français après coup. Plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils font du manga français aujourd'hui à cause de moi. Ils sont venus me le dire directement en disant ok, à l'époque on voulait pas, mais en fait maintenant que t'es passé par là, on est ouvert à l'idée parce que on a vu que ça pouvait vraiment marcher. Donc il y a eu un moment où il y en a qui étaient prêts, il y en a qui voulaient pas, mais ceux qui étaient prêts, ils se la donnaient à fond pour essayer de faire en sorte que ça marche. Au niveau de l'édition, je parle. Et donc je suis arrivé là, j'ai sorti mon titre. Le seul truc à l'époque où je me rends compte que j'ai fait un peu différemment des camarades qui le faisaient, c'est que tous les camarades à qui j'ai montré m'ont dit fais pas comme les Japonais parce qu'ils sont trop nombreux et tu vas te ramasser. Et plusieurs éditeurs m'avaient dit ça fait trop japonais ce que tu fais, tu devrais pas. Et moi j'ai pas pris ça pour un problème. Je vais pas avoir la prétention de faire mieux que les Japonais en faisant différemment. J'ai pas envie de faire différemment. Et les Japonais sont nombreux.
je prends dans plein de japonais différents, dans plein de titres différents, et je fais ma sauce à moi. Mais il y avait vraiment ce truc qui était revenu tout le temps de la part des professionnels autour de moi, que ce soit des auteurs ou des éditeurs, qui étaient « fais pas comme les japonais parce que tu vas aller droit dans le mur ». Et moi, je me suis dit « si, je vais faire comme les japonais parce que j'ai trop de respect pour le format tel qu'ils le font et je vais pas venir en me disant je vais réinventer la roue. Bleach, c'est trop bien. Naruto, c'est trop bien. One Piece, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que j'arriverais, moi, avec un titre en disant je vais faire différent parce qu'il faut que je fasse un truc différent. Je suis français, il faut que je fasse mieux. Bah, je trouvais que c'était pété au plus haut que mon cul et ça m'intéressait pas. Même si on parle pas de mettre un niveau de qualité, ça m'intéressait pas. Je prends toute cette culture-là en me disant c'est génial. Pourquoi est-ce que je me dirais ben moi je vais te taper à côté. Tout ce qui vient, je trouve génial. Ben je vais essayer d'aller sur ce terrain-là. La seule différence que je vois à l'époque, c'est que j'ai fait ça. Malgré les mises en garde et malgré le fait qu'ils m'ont dit beaucoup, le fais pas comme ça, je me suis dit, bah, en fait, si. Et tant pis s'il y a un mur en face. Mais je me vois pas le faire différemment. Ça a dû jouer un minimum. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit avoir commencé à lire dans plein de pays différents. En plus, maintenant que c'est publié dans plein de pays, il y a plein de gens qui m'ont dit avoir lu en pensant que c'était un truc japonais. Et s'être rendu compte après coup que j'étais pas japonais. Et quand tu dis qu'on t'a déconseillé de faire comme les japonais, c'était à quel niveau? C'était au niveau de le type de graphisme, le rythme, la manière de raconter. Il y avait un peu tout, une salade de tout. Chacun y allait avec ses éléments différents. Il y a des éditeurs qui étaient pointus sur des trucs qui m'ont dit ouais, ça c'est vraiment gimmick des trucs japonais. Et moi, je pouvais leur citer une 50aine de titres dans lesquels c'était fait comme ça. Je le faisais pas parce que j'allais pas leur dire votre avis vaut rien. Leur avis était précieux. Parce que je comprends pourquoi ils le donnaient leur avis en se disant il y a un truc qui est énorme et qui est déjà trop bien fait, trop rapide, une industrie qui est déjà installée. Si on arrive et qu'on veut se frotter contre cette industrie, on va droit dans le mur. Je comprends complètement la démarche. Mais ça me semblait pas suffisant comme raison pour pas essayer de le faire. Donc même le type de couverture que j'ai fait. Au début, on m'a dit fais pas ces couvertures-là parce que ça fait trop Shonen Jump années 2000 et tout. Ouais, mais c'est génial. Les couvertures du Shonen Jump des années 2000, c'est magnifique. Et déjà, Radiant, ça veut dire quoi? Radiant, je l'ai pris dans un terme d'astronomie qui est à cause de la rotation. Je vais peut-être l'expliquer comme un con. Je suis désolé, mais je vais essayer. À cause de la rotation de la Terre, quand il y a des choses qui tombent et qui rentrent dans notre champ de vision, on a l'impression que tout vient du même endroit. C'est un peu le même phénomène qui fait que quand on roule sous la pluie, on dirait que la pluie, elle nous arrive toujours de devant. Même si la pluie, elle va dans notre sens, comme on va plus vite, la pluie semble nous arriver toujours du même point devant, au-dessus de notre tête, quand on roule sous la pluie. Cet endroit qui n'existe pas en astronomie, à cause des corps célestes qui tombent sur Terre et qu'on a l'impression qu'ils viennent de cet endroit-là, ça s'appelle le radiant. Mais c'est pas un vrai endroit en fait. Okay. C'est juste un effet d'optique, même pas d'optique, mais c'est à cause du mouvement, quoi. Okay. Et j'ai pris ce terme-là en me disant, ok, je parle d'un monde dans lequel il y a des monstres qui tombent, on sait pas exactement d'où. Ils semblent provenir tous du ciel, mais on n'est pas sûr. Et donc cet endroit, je trouvais que le terme y collait. Et j'ai utilisé ce mot-là pour parler du berceau des monstres, du berceau des Némésis. Némésis. Ouais. Exactement. Si. Il est vaillant, hein. Il essaye. Ouais. Petite parenthèse. Et en termes de chiffres, oui. D'accord? Au départ, tu disais que c'était très rudimentaire, c'était très compliqué. Comment on est après avoir vendu des milliers de shonen? Bien. Ouais, ça fait pas mal d'années maintenant que la vie... Je dirais pas que ma vie a changé parce que je vis exactement de la même manière qu'avant, mais il y a vraiment pas le souci de se dire comment je vais manger cette année ou l'an prochain ou même dans 3 ans. Là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Et puis, on peut, par exemple, avoir le luxe de payer des activités et des écoles qu'on veut pour notre fille. Ça, c'est un luxe. Me dire,
quoi qu'il intéresse, on peut l'accompagner dedans parce qu'il n'y a pas un problème de se dire si on prend la thune à cet endroit-là, il va falloir se restreindre sur d'autres. Il y a juste ce luxe-là de se dire on peut accompagner notre fille sur absolument tout. Elle est en sport-études, par exemple, et c'est dans un privé qui fait ça. Ça va, tu vois. Ça va pas nous couper une jambe de le faire. Ça, pour moi, c'est vraiment le gros luxe de se dire on peut faire ça. Elle peut essayer tout ce qu'elle veut. Ouais. Bon, peut-être pas rouler en Ferrari, mais elle peut essayer des trucs. Mais tu sais, clairement, Tony, nous, on aime entendre ce genre de success story. D'accord? Ouais. C'est pour ça que on a voulu t'avoir ici, parce que tu as emprunté un chemin qui n'était pas facile. Tu n'avais pas de réel exemple devant toi. Tu as foncé, tu as cru en toi. Et c'est magnifique de te voir comme ça, avec le sourire, avec la banane, et redistribuer comme tu le fais. Tout à l'heure, tu seras à la Japan Expo. Ouais. Y a des gens qui vont venir te voir, qui vont te poser 1 milliard de questions parce que tu es inspirant, parce que tu es grand. Donc, merci vraiment pour tout ce que tu fais. Et tu sais, on a toujours tendance à dire, bon, en même temps, ils ont inventé les shonen, mais que les Japonais sont les best. Est-ce que, tu sais, une fois, une fois, je regardais un reportage, je crois que c'était Teddy Riner qui disait que il fallait qu'ils s'entraînent au Japon, c'est-à-dire avec les meilleurs. Ouais. Au même titre qu'un chanteur de reggae doit aller s'exercer en Jamaïque, à Kingston, tu vois. Est-ce que toi, c'est un rêve aussi de t'installer au Japon, te confronter aux meilleurs? C'est pas... Ouais, ça n'a pas été dans les plans. À un moment donné, ça me tentait peut-être d'essayer d'envoyer des choses. Quand je commençais Radiant, je me posais la question, est-ce que je devrais pas essayer au Japon d'envoyer dans des magazines japonais pour essayer d'exister là-bas? Mais je me suis vite positionné sur si je dois faire un truc sincère et qui m'appartient, j'aime bien l'idée que ça se fasse depuis la France et que ça rayonne dans le reste du monde. Et donc, plutôt que d'essayer d'emprunter le système qui existait déjà chez les Japonais, comme on est nombreux en Europe à faire du manga, même si j'habite au Canada, je considère que mon marché, c'est surtout le marché européen parce que je travaille d'abord pour la France. Et de la France, la licence est achetée. Aujourd'hui, je crois que c'est 28 langues, un truc comme ça. C'est malade. Radiant est dans 28 langues, donc beaucoup plus de pays parce que tu as des langues qui couvrent beaucoup de pays. L'idée qu'un jour ça puisse devenir ce que c'est devenu aujourd'hui, en fait, c'est ça qui me motivait à le faire en France. C'était déjà d'un côté, si j'avais essayé au Japon, je suis quasi certain que ça n'aurait pas marché. Je suis presque certain qu'on m'aurait dit non, que ça aurait été la galère et que j'aurais été démotivé et que j'aurais pas fait. Mais il y avait vraiment un statement personnel qui était viens, on le fait depuis la France. On le fait depuis la France et on essaie de faire le maximum depuis là où on est, en essayant de hacker le système, de créer presque un système à nous. Je voulais pas embarquer des gens avec moi, c'était juste, à titre perso, me dire, si j'emprunte ce chemin et que je trace ma route là-dedans, j'aurai une liberté et une fierté qui est pas comparable à si j'emprunte le chemin via le Japon, parce que ça va être hyper éreintant via le Japon, ce sera très très contrôlé aussi, parce que les éditeurs ont une grosse part dans la création des histoires et tout, et moi je voulais la liberté absolue pour raconter mes trucs à moi, et pour vraiment être le plus personnel et sincère possible. Donc très vite ma position c'était on fait ça depuis où on est, et on essaie de le faire sortir dans le maximum d'endroits. Le rêve c'était celui-là. Une success story à la française. Ouais, c'était un peu ça. C'est une prétention, mais tout le monde, quand on essaye de faire de la création, t'as au moins la prétention qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, parce que sinon tu le fais pas. Sinon tu le fais chez toi et tu le montres à personne. Et du coup, quand tu fais des bouquins et que tu veux que ce soit lu, ta prétention, c'est de te dire j'espère qu'il y a des gens qui vont lire et qui vont trouver ça cool. Et moi, c'était j'espère qu'il y a des gens qui vont lire et trouver ça cool. Et j'espère que, hors de ma culture, il y a des gens qui vont lire et trouver ça cool. Et si ça peut arriver, et comme maintenant ça arrive, c'était vraiment sur ça que sur ces rails-là, tu vois, que je me suis positionné, en sachant très bien que ça
il y avait toutes les chances pour que ça n'existe pas, que ça ne marche jamais. Mais c'est ça. Même le sens de lecture japonais, on m'avait mis en garde et on m'avait dit fais pas le sens de lecture japonais. Et moi, dans ma tête, je le disais à personne, mais je disais, je lis que des mangas en sens de lecture japonais. De toute façon, c'est plus naturel de le faire en sens de lecture japonais. Et dans ma tête, je me disais, si ça doit sortir dans d'autres pays, tous les autres pays ils lisent en sens de lecture japonais. Donc éventuellement, si ça doit être traduit, ce sera déjà dans mon sens de lecture. Donc il y avait quand même ce truc de je laisse la porte ouverte pour que la chance arrive. Si la chance arrive, je suis prêt. En tout cas, Tony, sincèrement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie pour ce merveilleux travail, pour cette grandeur d'esprit. Tu t'es challengé, tu t'es surpassé et aujourd'hui, tu récoltes les fruits de ton travail. Donc, moi, je peux que te féliciter. Merci. Et beaucoup. merci de nous inspirer. Merci d'inspirer la jeunesse et de montrer que le champ des possibles est vaste et large. Ouais. C'est important. Ouais. Et la chance. C'est important aussi. C'est vrai. Ouais. Mais la chance se provoque. Ouais. Faut être prêt, on va dire. Faut être prêt pour la chance. Ouais. Faut être là Absolument. pour quand ça tourne. On dit la même chose. Ouais. Merci à toi, Tony. Merci à toi. Merci pour l'invitation. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy. J'ai nommé Tony Valente pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace! We hustle, baby.